vous pouvez vous décaler de chaise. On décale là? Tout à fait. Comme ça, Juliette, tu pourras t'asseoir à la place de Rabat. Oui, effectivement, citer Albert Camus et Gramsci, j'ai trouvé ça pas très original parce que c'était les deux citations. Plutôt là-bas qu'on va manquer de... Ça fait moi, pour ma part, je trouve ça pas très sincère. Après, je connais pas la personne. J'ai été étonnée quand même. Et ben voilà, finalement, je vais le dérouler sous les yeux. Plus que ce que je pensais. Oui, non, alors ça c'est vrai. Je pensais qu'il Non, aurait ça c'est vrai. réservé. Attends, ça c'est vrai. Et deux, il y a. C'est pour ça que moi je fais un peu attention dans les gens comme ça. Faut pas l'assassiner parce qu'il y a une raison. C'est que quand François Pétain a le droit de dialogue, nous allons. Ah, que les Allemands. Oui, mais c'est vachement important. Ah oui, non, non, c'est Jane Brennan, c'est vraiment un gros coup. Rien en dessous. Et donc si on commence à détailler ceux qui sont ça progresse un peu et donc tu as pris une fenêtre par exemple. Ouais, ça va être qui est passé devant lui, je vais sur derrière. Pas trop. Il a cité là, c'est sympa quoi. Félicitations. Donc voilà, donc moi je dis, c'est pour ça que je dis parce que je me dis, si à l'intérieur de ces c'est toujours la même dimension globale. mais est-ce qu'il faut être à l'intérieur ou dire. Chacun se doit, c'est ce que j'ai à dire. On va dans le monde des ONG, l'impression que la LO, elle a une génétique. Elle n'est pas transformée, elle a une image. C'est pour tous les adhérents de la Greenpeace a une image plus agressive. Comme Bantra, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Dans 2 minutes, il a l'air. C'est la biodiversité. La biodiversité de chacun. Ouais. Chacun son rôle. Ouais, ouais, c'est lancé quand... Tu es là. Il a l'air, parfait. L'écologie, on s'en décolle. On l'a vu à la rentrée cette année où les incendies. Alors, bonsoir à tous. Merci de votre présence donc, pour cette table ronde très riche qu'on va essayer de rendre dynamique et interactive. Et donc, on va parler évidemment de climat. On a vu... alors, le climat, c'est un sujet et on va parler en particulier du climat avec les jeunes. Les jeunes qui se mobilisent donc, pour le climat. On a vu une mobilisation sans précédent jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Finalement, l'environnement, le climat, ça pouvait être un sujet de vieux écolos un peu bobos, voilà, dans des sphères très hautes, un peu politiques. Et puis finalement, personne ne les avait vus venir, mais non, c'est pas vous, Alain, c'est pas vous. Ouais, mais c'est pas grave. Et puis finalement, de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 ans, ils ont pris ce sujet à bras-le-corps. On les a vus dans la rue, on les a vus dans les médias. Et donc, vous les avez tout autour de moi sur cette scène ce soir. Les plus jeunes qui s'emparent pleinement de ce sujet qu'est le climat. Alors, déjà, pour bien commencer, on va applaudir tous ces jeunes qui sont dans cette salle, et y compris... Parce que s'engager à ce point, c'est pas donné à tout le monde, et se rendre disponible pour une conférence à 17h, c'est pas donné à tout le monde. Donc encore merci de votre présence et bravo. Alors finalement, ces jeunes, ils nous bousculent, ils nous bouleversent.
Voilà, moi j'étais assez impressionnée et on a travaillé en fait avec eux et avec des lycées et des collèges pour préparer au mieux cette conférence. Donc ils ont déjà travaillé, ils nous ont fait remonter en amont de cette conférence leurs inquiétudes, leurs interrogations ou incompréhensions et aussi un petit peu leurs rêves, même si ça a été assez difficile d'aller chercher ce dont vraiment ils rêvaient sur ce sujet-là. Donc c'est à partir de toute cette matière qu'on a pu préparer la table ronde. Ce que je vous propose comme cadre, c'est de vraiment chercher à comprendre le présent et à se projeter dans l'avenir. Et c'est donc en ça que donc, tous les intervenants se positionneront. Effectivement, il y a eu plein de choses dans le passé, mais ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui et c'est surtout demain. Alors, je voudrais donc remercier les Journées de l'économie d'avoir positionné ce sujet, tous les jeunes, toutes les personnes présentes dans la salle, les collégiens et les lycéens qui ont préparé en amont, et notamment le collège Gilbert Dru. Et puis donc, nous allons travailler finalement tous ensemble avec tous ces intervenants autour de moi. Donc je vais les citer. Maë pour l'association La Fresque du Climat, Raphaël, The New Locals, Milan pour REFED, Juliette pour le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, Esther pour les jeunes ambassadeurs pour le climat, Élise pour Youth for Climate, Maxime pour Together for Earth, Ramon pour Avenir climatique, et puis j'ai quand même tout aussi jeunes, Kathleen et Alain, donc deux experts. Kathleen, vous êtes professeure d'économie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Alain, donc vous êtes président de la fondation Nicolas Hulot, et ils éclaireront avec les jeunes donc tous les sujets qu'on va traiter. Alors, on va aborder 4 grands thèmes, comme je vous l'ai dit, qui nous ont été remontés directement par les étudiants, les collégiens, les lycéens. Et pour chacun de ces thèmes, on a préparé 3 questions. Pour que ce soit un peu vivant, un peu dynamique, on va vous faire participer. Donc sur les 3 questions, c'est vous qui allez choisir celle qui sera traitée par nos intervenants. Comme on est très nombreux autour de la salle, à chaque fois, ce sera 2 associations et un des experts qui réagiront à cette question, donc, qui a été synthétisée par nos soins, mais en tout cas qui vient de la matière transmise par les plus jeunes. Alors, les 4 thèmes seront: est-ce que finalement, c'est pas déjà foutu ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour le climat ? Ça, c'est quelque chose qui nous a été posé régulièrement. C'est une des incompréhensions. Où est-ce qu'on en est vraiment ? Le deuxième grand thème, ce serait: est-ce qu'on peut vivre encore comme avant, comme aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait de nos smartphones ? Est-ce qu'on peut continuer à aller au ski ? Est-ce que prendre l'avion, c'est si mal que ça ? Voilà. Quelles modifications on attend finalement, nous ? Comment savoir si nos actions, elles ont un impact ? Oui, je modifie un petit peu ma façon de vivre. Est-ce que ça suffit ? Et puis, il y a beaucoup d'informations. Comment savoir quelles sont les bonnes et quels sont les bons réflexes à avoir ? Et puis, au final, on conclura avec qui fait quoi. Oui, moi, je veux bien changer, mais est-ce que tous les autres le font ? C'est quoi les responsabilités individuelles, collectives, politiques ? Et donc, c'est ces sujets que nos intervenants vont éclairer. Alors, je vous propose donc d'attaquer. Est-ce que c'est pas déjà foutu ? Grande question, très positive pour un mardi soir pluvieux de novembre. Mais on va traiter ce sujet. Alors, vous avez 3 questions au choix. La première est: à quel point notre environnement est-il irrémédiablement modifié aujourd'hui ? Si rien ne change, que deviendra le climat dans 10 ou voire 30 ans ? La deuxième question est: est-ce que nos angoisses sont fondées ? Et quelles sont les données clés qui me permettront, moi, d'échanger, de sensibiliser autour de moi, mes amis, ma famille, mon entourage au sens large ? Et le troisième volet, on parle d'enjeux climat, de biodiversité, d'énergie, parfois même de modèles agricoles. Ce sont de grands mots et mots, des notions qui sont un peu abstraites parfois. Et donc, comment est-ce qu'on peut y voir clair et comprendre finalement tous les enjeux ? Alors, est-ce que vous avez compris la règle ? Ceux qui veulent que ce soit la question 1 qui soit traitée, je vous invite à vous lever. Ça a l'air d'être une grosse mobilisation. Je vous invite à vous rasseoir. Pour la question, ceux qui veulent traiter la question 2, est-ce que nos angoisses sont fondées ? Quelles données clés pour partager avec ma famille ?
Petite mobilisation aussi, un petit peu plus timide me semble-t-il. Ouais, clairement, ouais. Et dernière question, les grands mots et mots, comment est-ce que je m'y retrouve? Comment comprendre tous ces enjeux? C'est pas les mêmes. C'est effectivement pas les mêmes. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt un, Ouais, plutôt, ouais. Je crois que c'est la question 1 finalement qui va être traitée. Donc à quel point notre environnement est-il irrémédiablement modifié aujourd'hui? Et donc pour répondre à cette question, donc Alain, je vous propose de réagir avec Maxime et Juliette, juste là. Maxime est à votre gauche et Juliette est juste ici. Donc Maxime pour Together for Earth et Juliette, c'est son association pour un mouvement pour un réveil écologique. Alors, est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est irrémédiable? Alors, je vais répondre en 2 temps. Non, c'est pas foutu, sinon on ne serait pas là pour en parler. C'est pas du tout la même chose si en 2100 la température moyenne planétaire s'est augmentée de 4 degrés par rapport à ce qu'elle était au milieu du 19e siècle, ou si elle est augmentée que de 2, 2,5. La grande climatologue Valérie Masson-Delmotte, qui est membre du GIEC, nous dit chaque demi-degré compte. Donc, c'est extrêmement important de faire la différence entre des situations contrastées, et ce sera très contrasté. C'est-à-dire que si l'augmentation de la température moyenne planétaire va vers les 4-5 degrés, qui sont le scénario qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire la tendance actuelle, à ce moment-là, comme le disait le patron de la compagnie AXA, la grande compagnie d'assurance, le monde ne sera pas assurable, au sens qu'il va y avoir des difficultés insurmontables, en gros. Si le monde est à 1,5 et 2 degrés, il changera significativement, mais il sera moins ingérable. Ça, c'est le premier point, c'est sur le climat. Le deuxième point, c'est sur la biodiversité. Parce que climat et biodiversité sont 2 sujets qui se tiennent par la barbichette. On va dire en synthèse que la destruction de la biodiversité ou l'érosion de la biodiversité était beaucoup liée au modèle notamment agricole et à la déforestation. Et on va dire qu'aujourd'hui, l'accélération du changement climatique aggrave l'érosion de la biodiversité. On a un niveau de biodiversité sur la planète qui est exceptionnel par rapport à ce qu'il a été il y a quelques centaines de millions d'années ou quelques milliards d'années. Donc c'est loin d'être foutu. La vie a une grosse capacité de résilience. Et même constat et même conclusion, si on agit maintenant, on évitera des scénarios vraiment atroces. Si on agit maintenant, on n'évitera pas néanmoins le fait que le changement climatique est embarqué, que les conditions climatiques dans les 10, 20, presque 30 ans qui viennent sont quasiment déjà déterminées, et donc on n'évitera pas, évidemment, ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors, oui, ça se passe en France, tout le monde le sait, mais ça se passe dans pas mal de grands pays du monde, et donc on est bien obligé aussi de lancer des gros travaux d'adaptation. Il y a certains pays qui sont plus en première ligne que d'autres, certains pays qui ont plus de capacité, plus de richesse à le faire que d'autres, mais c'est sûr que c'est un gros défi planétaire de s'adapter à quelque chose qui est déjà parti. Merci. Alors Maxime, parmi les collégiens qui nous ont répondu, 10 élèves sur 28 disaient ne pas avoir d'inquiétude par rapport au dérèglement climatique. Alors Alain a été hyper positif et optimiste et on le remercie. Finalement, c'est pas encore foutu, même si des changements sont déjà actés, on ne pourra pas revenir dessus. Concrètement, les inquiétudes qui nous sont remontées par les jeunes, c'était la montée des eaux, la disparition de territoires, les stations de ski qui ferment, 90% de la neige qui aura disparu en 2100, la disparition des ours polaires, la pollution de l'air qui va nous obliger à vivre avec des masques, des maladies graves, des séismes, des tsunamis, des forêts qui brûlent. Alors il y avait beaucoup d'inquiétudes bien légitimes. Est-ce qu'il y a encore espoir et optimisme? J'imagine que oui, puisque vous êtes engagé dans une association. Ouais, je ne serai pas aussi optimiste que Alain, malheureusement. Mais on s'est réparti les rôles juste avant, donc il y en aura qui feront des trucs un peu plus optimistes. Moi, je vais faire le côté pessimiste des choses. J'aurais déjà envie de dire aux 10 personnes qui ne sont pas inquiètes qu'elles commencent à s'inquiéter un petit peu. Déjà, ça serait cool parce que pour moi, il y a vraiment de quoi être inquiet. Et je vais revenir sur ce qu'a dit Alain, qui est très intéressant. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et à partir du moment où on a compris ça, déjà, ça débloque pas mal de choses, c'est qu'en fait, on nous parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre si on arrêtait d'émettre quoi que ce soit aujourd'hui, en fait, le dérèglement climatique ne se stopperait pas maintenant. Parce qu'en fait, il y a une inertie. Donc, cette inertie, c'est ce qu'on appelle... c'est un terme qui veut juste dire qu'en fait, les émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises par nos parents et nos grands-parents il y a une trentaine d'années ont des effets maintenant. Donc, en fait, tout ce qui a été émis dans les années 70, 80, 90 va avoir des effets maintenant. Et donc, même si on arrêtait, c'est ce qu'essaie de dire Alain, du coup, c'est même si on arrêtait,
on va avoir des effets du dérèglement climatique qui vont augmenter encore et encore. D'où l'intérêt d'arrêter le plus rapidement possible pour éviter que ça continue. Donc moi je pense que dans le sens que ça veut dire qu'en fait c'est foutu. Pour moi c'est foutu dans le sens où effectivement on va connaître un monde qui est complètement différent et à partir du moment où intellectuellement dans la tête on a compris ça, c'est ok. Juste voilà, on se dit on va connaître un monde qui va être beaucoup plus compliqué, on va avoir des ressources qui vont être beaucoup moins disponibles, on va peut-être pas avoir 2-3 voitures par famille, voire loin de là, on va peut-être pas pouvoir manger des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, on va peut-être pas pouvoir prendre l'avion pour aller en voyage. Mais à partir du moment où on a compris ça, on redéfinit la façon dont on va vivre dans quelques années. Et il faut juste accepter les choses et se dire, voilà, le monde tel qu'on connaît aujourd'hui, certes, il est foutu, on ne va pas pouvoir avoir autant de technologies, mais on va pouvoir vivre différemment et peut-être dans une société qui serait peut-être même meilleure. Donc, moi, j'ai envie de vous retourner à la question, j'aimerais bien savoir, pour que ce soit un peu interactif, qui pense que c'est foutu aujourd'hui? Qui est complètement pessimiste et pense que c'est complètement foutu? Levez la main pour voir. Ok, bon, ça va, donc on a une bande d'optimistes quand même, c'est cool. Donc j'essaie de pas trop plomber le moral, juste pour dire que voilà, aujourd'hui, il faut juste se rendre compte effectivement que même si on arrêtait l'émission de gaz à effet de serre aujourd'hui, il y aurait quand même un enrayement du dérèglement climatique. Donc ça c'est important. Et quand je dis c'est foutu, on va connaître un monde qui est complètement différent. Ça peut aller de choses complètement banales à l'arrivée de certains moustiques en Europe, du coup ce qui va faire qu'on va devoir dormir avec des moustiquaires. Ok, pourquoi pas, à la limite ça c'est pas non plus hyper dérangeant. Avec les risques sanitaires que ça peut amener, pardon. Par contre, effectivement, vous parlez des inondations, il va y avoir certaines zones qui vont être inondées. On parle beaucoup en Europe, on parle beaucoup des Pays-Bas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ouverture d'esprit et de regarder en dehors de l'Europe ce qui se passe déjà, en fait. Et quand on dit, est-ce que c'est pas déjà foutu ? Du point de vue européen, on peut se dire je sais pas trop, est-ce que c'est déjà foutu? Alors qu'en fait, tu poses la question à un Indien qui vient juste de migrer parce qu'il a plus de maison, parce que lui, il a subi l'inondation. Lui, il va dire en fait, il n'y a pas de question, oui, c'est déjà foutu parce que ma maison, elle est sous l'eau et parce que l'agriculteur qui, lui, a perdu toutes ses terres à cause de l'inondation, il a été aussi obligé de se déplacer. Donc il y a des gens pour qui, aujourd'hui, c'est déjà foutu, qui sont beaucoup, malheureusement, les pays du tiers-monde. Et donc ça va arriver en Europe aussi. Et donc moi, j'ai tendance à dire qu'il faut acter intellectuellement qu'on va avoir un monde différent et à partir de là on peut penser à un autre monde si on a compris qu'il y a des choses qui vont changer et pour moi c'est important. Voilà. Ok, merci Maxime. Alors on a bien compris cette inertie, ces changements qui sont actés et irrémédiables et finalement est-ce que peut-être Juliette tu pourrais nous préciser ce qui va se passer, comment la Terre va évoluer dans 10 ans, dans 30 ans. Et est-ce que, ou alors sinon on demandera l'aide peut-être d'Alain avec des données très précises pour qu'on arrive à se rendre compte qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'aujourd'hui les intempéries qu'on voit, l'extrême chaleur et canicule qu'on a eu, est-ce que c'est déjà des effets du dérèglement climatique, de notre impact sur le climat, ou est-ce que c'est voilà, comme ça, un cycle? Et puis, est-ce que tu sais si l'homme va pouvoir s'adapter, l'homme et les autres espèces éventuellement? Alors, je pense qu'on a deux options devant nous. Alors, je ne pourrais pas dire laquelle va vraiment se passer. Heureusement, je ne voyage pas dans le temps. Je vais faire deux hypothèses. Je vais faire la première hypothèse dans le cas où on agit dès aujourd'hui. On s'engage, la jeunesse que vous représentez est très motivée pour changer le système que nous avons aujourd'hui et qui n'est pas soutenable. On sait très bien que le mode de vie que nous avons aujourd'hui n'est pas durable dans le temps, qui va nous amener à notre perte si on continue comme ça. Donc on va émettre l'hypothèse, qui est une hypothèse optimiste et qui est celle à laquelle je veux croire, que tout le monde va s'engager positivement dans la transition écologique. Et alors pour moi dans 10 ans, ce que je vois, c'est en fait une économie beaucoup plus sobre, des modes de vie beaucoup plus sobres. On prendra peut-être pas l'avion, effectivement, chaque week-end. On aura peut-être une vision du temps un peu différente. Ce serait prendre des vacances peut-être plus longues, mais profiter du trajet en fait pour visiter aussi ce qu'il y a sur les étapes et pas aller simplement d'un point A à un point B. C'est peut-être revoir cette notion au temps. C'est peut-être avoir un système où on ne cherche pas juste la croissance pour la croissance, faire forcément de l'argent et voir l'argent comme le bien-être absolu. L'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que c'est quand même assez vrai.
Si on voit nos économies actuelles, on voit qu'à partir d'un certain niveau de développement, en fait, dans les pays, il n'y a pas de corrélation entre l'indice de bien-être des populations et l'augmentation du PIB. Donc, on peut imaginer un monde qui soit plus sobre, mais qui en fait soit un monde dans lequel on vit mieux, dans un environnement plus agréable, dans des villes moins polluées, voire hors des villes. Donc ça, ce serait la première hypothèse, mais ça sous-entend évidemment un monde tout à fait différent dans notre rapport à la nature, dans notre rapport au travail. On irait travailler... je pense aux jeunes générations. Vous n'irez pas travailler uniquement pour l'argent, vous irez aussi travailler pour une cause, pour quelque chose de positif à créer, pour aller dans la bonne direction. Et dans ces cas-là, on pourrait avoir un monde tout à fait soutenable, où les entreprises ne seraient peut-être pas ce qu'elles sont aujourd'hui, mais seraient peut-être plus utiles à la société pour certaines. Et maintenant, alors je vais faire, c'est moins rigolo, je vais faire le côté hypothèse où on ne fait rien. Alors là, effectivement, je ne saurais pas prédire quel monde on aura dans 10 ans ou dans 30 ans, puisqu'en effet, à l'effet d'inertie va s'ajouter encore les émissions que l'on cause aujourd'hui. Et en fait, ce que certains scientifiques disent, c'est que on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Il peut y avoir un point de non-retour, un point d'emballement. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement qui fait qu'à un moment donné, on ne pourra plus aller en arrière. Aujourd'hui, il est encore temps d'agir. C'est pour ça que j'espère que l'hypothèse 1 se réalisera et qu'on va agir là, tout de suite, dans les 5 ans, les 10 ans maximum à venir. Parce que sinon, on pourrait arriver à un point de non-retour qui sera en fait un point à partir duquel... même si on arrêtait les émissions, celles-ci continueraient. Et puis, en fait, l'extinction d'une espèce d'une espèce animale engendrer l'extinction d'une autre espèce. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'effondrement. C'est un moment où on ne peut vraiment plus revenir en arrière. Et on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ce serait globalement assez catastrophique. Donc voilà, pour finir sur une note plutôt positive, j'ai envie de dire que tout n'est pas foutu, qu'on peut encore agir, mais ça demande à chacun d'entre nous, dans son travail, dans son quotidien, en parlant autour de soi, en changeant son mode de consommation, d'agir au plus vite. Merci Juliette. Effectivement, c'est des modifications et des peut-être conseils qu'on traitera sur les autres axes. Et donc déjà, on a 200 personnes, peut-être ceux-là, qui sont prêtes à agir dès demain pour le scénario 1. Alors Alain, scénario 1, scénario 2, est-ce que concrètement, il va se passer quoi ? Qu'est-ce qui se passe déjà, peut-être, avec ces dérèglements climatiques ? On a de la chance, c'est que les médias un peu lourds, comme le Washington Post ou Le Monde en France, parlent beaucoup plus de ce qui se passe dans le monde sur le terrain climatique. Il en parlait il y a quelques années. C'est vrai qu'on a des cheveux blancs, donc on connaît quand même bien l'histoire. Et donc, il suffit de lire, là, en l'occurrence, les grands médias pour voir qu'il y a des incendies extrêmement lourds en Californie, pour se rappeler que dans les zones comme le Pakistan, l'Inde et puis le Bangladesh, les montées des eaux peuvent avoir des effets considérables sur la délocalisation, enfin les migrations en fait, hein, des gens qui vivent dans des périodes insupportables, dans des lieux et des moments insupportables. Je ne vais pas faire la litanie, parce que l'expérience montre que ça ne sert à rien. C'est aussi pour ça que je vais revenir un tout petit peu sur le diagnostic foutu, pas foutu. Au sens très très strict, dire c'est foutu, ça ne sert à rien. En revanche, si vous dites, attention, nous sommes gravement malades, et donc il va falloir s'engager sur un remède de cheval, ça me semble une méthode efficace. Si vous êtes un peu entre les deux, du style, bon, ça va passer, c'est un mauvais rhume, ça ne marche pas, parce que là, vous n'engagez pas les réformes et les changements de modèle qu'il faut employer. Dans tous les cas de figure, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pour pas qu'il y ait de malentendu, dans tous les cas de figure, c'est clair et net, et les climatos là-dessus sont très solidement armés, c'est clair et net que les années qui viennent, ce n'est pas des années Club Med. Il y aura, dans pas mal de pays du monde, des moments et des périodes de vie qui sont très difficile à supporter pour les gens qui le sont, et ça se comptera en millions et en dizaines et en centaines de millions. Maintenant, dans les scénarios cata, dans lesquels, par exemple, le réchauffement est tellement important qu'il y a les hydrates de méthane qui se mettent à dégorger de l'Arctique et de la Sibérie, ou qu'il y a une zone de l'Antarctique qui tombe dans la flotte, qui va se décrocher, et du coup la montée des eaux s'accélère à toute vitesse. Dans ce scénario catastrophe, donc le scénario du pire,
Les climatos nous disent, en 2100, il y a de grandes régions du monde où il y a des milliards d'habitants, pas des centaines de millions, des milliards d'habitants, dans lesquels la vie humaine est juste insupportable pendant des centaines de jours. Pourquoi elle est insupportable? Parce que à la fois la température est trop élevée et le degré d'humidité est trop élevé. Et donc dans ce cas-là, on meurt, parce qu'il se trouve que l'organisme humain, il n'est pas capable de s'adapter à n'importe quel type de climat. S'il fait trop chaud, trop humide, on meurt. Bon. Donc quand le débat, pour bien se comprendre, il n'y a pas de malentendu, c'est pas foutu au sens strict, mais de toute façon, on est parti dans des mécanismes qui sont très irréversibles. Et le but du jeu, c'est bien d'aller dans le scénario 1 pour éviter ce scénario tendanciel qui, lui, est apocalyptique, pour appeler un chat un chat. C'est très clair, donc du coup, à la fois pour la santé humaine et pour des flux migratoires qui deviendront assez... c'est-à-dire, excusez-moi, sur les flux migratoires, on va avoir le choix. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, si je prends l'exemple du Bangladesh, il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui vont vivre dans des conditions insupportables. Donc soit il y a une belle guerre locale pour que les Indiens empêchent les habitants du Bangladesh de venir, soit il y a des migrations. Mais on aura, ce sera fromage et dessert, à mon avis. C'est-à-dire, on aura les deux. Je ne veux pas casser l'ambiance. Hein. Ouais. Parce que vous m'avez interprété comme étant optimiste. Je suis très optimiste. Non, mais on reste optimiste. Il faut savoir vers quoi on s'engage. Il faut pas. L'expérience montre aussi que le diagnostic, il ne faut pas mollir. Il ne faut pas mollir. Les perspectives sont sombres. Si on ne change pas, et ça tombe bien, si les gens s'interrogent ce soir, c'est qu'a priori, ils se posent la question peut-être de changer ou en tout cas de faire quelque chose pour le climat. Alors, vous pouvez poser des questions que je vois défiler là, donc tout au long de la conférence, et que j'essaierai de relayer à nos différents intervenants. Donc, n'hésitez pas, via les smartphones que j'imagine vous avez tous. Et donc, smartphones, justement, venons-en sur ce sujet. Alors, plus largement, on l'a vu. On ne peut pas, si on continue à vivre comme ça, les choses vont virer au dramatique. Alors, ok, il faut changer. Quand on a consulté les jeunes, ils se sont posés, alors je dis jeunes, mais c'est plus jeune que moi, donc ça se pose à moins de 25 ans, on va dire. Mais encore une fois, il y a même des collégiens qui ont contribué. Et donc, ils nous ont remonté leurs ordinateurs, leurs téléphones, leurs consoles, leurs télévisions et le climat. Ça donne quoi? L'huile de palme et donc le Nutella et la déforestation. C'est pas terrible. La junk food et les pesticides. Erasmus, les voyages et l'empreinte carbone. La croissance économique et les changements climatiques. Et puis, alors, parmi les rêves, j'ai vu plein de choses un peu contradictoires. Il y a des jeunes qui m'ont dit qu'ils voulaient pouvoir aller aux Maldives. Alors j'imagine ils veulent que les Maldives ne soient pas submergées, c'est ce que je comprends, mais aussi aller aux Maldives. Bon, on n'est pas vraiment sur la porte à côté, on n'est pas vraiment sur le voyage dans lequel on prend le temps de voir le chemin et qui a un impact écologique neutre. Donc voilà, est-ce qu'on peut continuer à aller aux Maldives si elles sont encore là? Et puis j'ai aussi vu, je veux une voiture électrique puissante et autonome avec des batteries non polluantes qui se recyclent. Alors là, le cahier des charges, il commence à être très, très long, très lourd. Hein. Donc voilà. Donc la question se pose finalement, est-ce qu'on peut tout avoir? Est-ce qu'on peut préserver le climat, mais continuer à avoir un certain confort, à garder les habitudes de vie qui sont quand même appréciables et auxquelles on n'a pas envie de renoncer? Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu ennuyeux d'être écolo, de devoir prendre soin du climat, on abandonne tous les voyages, le ski. Et puis, en plus, est-ce que ça va pas nous ruiner finalement? Parce que peut-être que ces changements de vie et d'habitude, peut-être que ça coûte cher. Alors, s'il faut investir dans un vélo, alors électrique ou pas électrique, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, il y a certainement des modifications qui peut-être peuvent coûter cher. Alors, quand on a fait la synthèse, finalement, ça donnait 3 questions. Et cette fois, on va proposer, je crois qu'il y a des collégiens. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Les collégiens, oui, ils sont devant. Et je crois pas qu'il y en ait derrière. Bonjour et merci d'être là. Alors, c'est vous qui allez voter, vous n'êtes pas nombreux, donc ça va être rapide et facile.
C'est vous qui allez voter pour la question qu'on va choisir, pour vous remercier d'être là, vous si jeunes, et de vous soucier du climat à 14 ans. Alors, on avait quand même un gros volet smartphone dans les remontées des inquiétudes. Est-ce que je peux continuer à utiliser mon smartphone sans culpabilité? Est-ce que c'est vraiment mauvais pour le climat? Alors, on a évoqué aussi les consoles, la télé, etc., l'ordinateur. Comment est-ce qu'on conjugue finalement les nouvelles technologies et le climat? Est-ce que c'est conciliable? On a eu un deuxième volet sur vraiment est-ce qu'il faut changer radicalement sa manière de vivre pour changer le climat ou pour modérer le dérèglement climatique, et est-ce que c'est possible encore une fois sans trop dépenser d'argent? Et puis après on a là c'est plutôt les lycéens, mais dites-vous qu'un lycéen en 2019 il sait ce que c'est que l'économie circulaire. Moi je ne savais pas à leur âge, mais peut-être que ça existait encore même pas très bien. Donc une économie qui devient circulaire, donc c'est quand les déchets redeviennent des matières premières et que du coup elles retrouvent une seconde vie. Finalement, est-ce que c'est la clé pour sauvegarder le climat? Est-ce que ça marche pour tout? Et est-ce qu'on peut ainsi concilier l'économie et le climat? Notre économie telle qu'on la connaît, on achète plein de choses, les entreprises produisent plein de choses qu'on achète. Comment est-ce qu'on fait pour concilier ça avec le climat? Alors, chers collégiens, pour la première question, comment conjuguer nouvelles technologies et climat, qui vote pour qu'on traite cette question? 3. Je pense qu'on n'est pas loin. Deuxième question, faut-il changer radicalement sa manière de vivre pour changer le climat? 2 votes. Et une dernière question, l'économie circulaire, quand les déchets redeviennent de la matière première, est-ce que c'est la clé? 1 vote. Un vote très timide. Qui n'ont pas voté. Ah, ils peuvent être timides. Moi, à 14 ans, j'aurais pas osé lever la main. Alors, du coup, on va traiter en priorité les nouvelles technologies, mais on pourra déborder un peu pour essayer de contenter le plus grand nombre. Et donc, pour répondre à ça, c'est Kathleen qui va répondre avec nous, avec donc Milan à ma droite de REFED et Élise de Youth for Climate. Donc, merci. Je pense que vous avez dit le mot important. Le mot important, quand même, je crois, c'est sobriété. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir quand même à ce qu'on consomme un peu. On n'est pas obligé de croire qu'il faut consommer tout ce qu'on nous propose. Hein. Donc, je pense que ça, c'est une évolution quand même importante dans les mentalités. Il ne faut pas croire que le smartphone, c'est effectivement l'alpha et l'oméga de la vie de l'adolescent. Bon. Mais c'est pas uniquement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas y mettre de contenu moral. C'est pas mal d'avoir un smartphone. C'est pas mal de prendre l'avion. C'est pas mal de manger de la viande. Il ne faut pas se placer sur le plan moral. Ça, c'est pas bien. Enfin, il ne faut pas que vous croyiez que si vous continuez à avoir votre ordinateur et tout ça, c'est mal. En fait, ce qui est pas bien, c'est que tous ces produits ne reflètent pas leur coût en carbone. C'est ça le vrai problème. L'avion. Quand vous prenez l'avion, c'est pas cher du tout, souvent, les vols low cost, c'est pas cher du tout. Vous pouvez aller à New York, ça coûte moins cher que d'aller en train à Nice. C'est ça qui n'est pas normal. C'est le fait que les coûts de ces choses-là ne soient pas reflétés dans les prix. Donc ce n'est pas des questions morales, réellement. Je pense qu'il faut vraiment que le coût des émissions de carbone et de gaz à effet de serre soit reflété dans le prix des produits. Alors vous pourrez faire des choix sensés. Les prix relatifs seront corrects, disons. Voilà, donc vous ne continuerez pas exactement à vivre comme avant, mais je ne pense pas qu'il faut que vous fassiez dans votre tête tout un raisonnement moral du genre « ça j'arrête, ça je continue », parce que ce n'est pas possible, ça ne marche pas. D'abord, vous n'avez pas l'information pour le faire correctement, et puis, c'est pas sur ce plan-là qu'il faut placer les choses, je pense. Donc on peut continuer à vivre un peu comme avant, mais peut-être avec plus de sobriété. Milan, est-ce que ça te parle? C'est quelque chose qui fait écho pour toi? Oui, vous m'entendez? Non? Merci. Oui, donc tout est dans la sobriété, que ce soit pour l'alimentation, pour la consommation et aussi pour le numérique.
Et du coup, tout à l'heure, on a mentionné économie circulaire, et même si ce n'est pas la question que vous avez choisie, ça fait quand même partie de la réponse, puisqu'au final, économie circulaire, c'est quoi? C'est le fait de refuser, d'abord, de savoir dire non à un besoin dont on n'a pas besoin, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de l'iPhone 11? Je ne pense pas. C'est aussi réduire notre consommation, tout simplement, réutiliser. Donc, si votre iPhone ne fonctionne pas, au lieu d'en acheter un autre, essayez de voir comment on le répare, essayez de voir comment une autre personne peut en avoir besoin, essayez de trouver les solutions alternatives au lieu de racheter continuellement des choses dont vous n'avez pas besoin. Et enfin, recycler, tout simplement recycler, parce qu'il y a énormément d'alternatives qui existent aujourd'hui pour réutiliser vos outils technologiques numériques, vos téléphones portables, mais aussi vos bouilloires, vos grille-pains, tout ce genre de matériel qui est en fait composé de minuscules composants qui sont utiles pour créer d'autres choses encore et qui permettent de créer une nouvelle économie circulaire et beaucoup plus verte et plus durable au final. Du coup, encore une fois, tout est dans la sobriété. Et ce que je voudrais vous dire également, c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser. Comme disait Kathleen, le problème, ce n'est pas d'avoir un téléphone, ce n'est pas d'avoir un ordinateur. Le problème, c'est d'en avoir un nouveau alors que vous n'en aviez pas besoin. Du coup, pour moi, la nouvelle technologie, on peut plus s'en passer maintenant parce qu'elle fait partie de notre génération. Il faut juste comprendre qu'il faut l'intégrer aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels et ne pas se laisser aller avec la société qui vous force en quelque sorte à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Juste réfléchissez à ça et essayez de faire en sorte de faire des choix conscients et des achats conscients également. Ok, donc si je synthétise, on réfléchit avant d'acheter, on est vraiment sûr d'en avoir besoin, on réfléchit quand on s'en sert, finalement, et on réfléchit aussi à son remplacement. Voilà, on recycle, on ne jette pas nécessairement, on essaye de réparer, et en tout cas on trouve des alternatives pour que ça impacte plus faiblement le climat. Et Élise, est-ce que même sur alors finalement, si j'achète pas de nouveaux smartphones, finalement, ça va me coûter moins d'argent, j'imagine. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut de l'argent pour, ou au contraire, finalement, on consomme moins, différemment? C'est quoi la bonne façon de fonctionner? Je dirais que c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que ça dépend sur quel point de consommation on va vouloir changer. Par exemple, juste le fait de vouloir changer moins souvent de portable, ça va nous faire économiser. Après, je sais qu'au niveau de la nourriture, quand on décide de passer, d'acheter du bio, puis d'acheter du local en vrac, ça peut être mieux pour la planète. Enfin, on va se sentir moins coupable, notamment. Mais ça peut faire une hausse dans le budget qui est mis dedans. Donc c'est pour ça que ça dépend de où. Mais disons que le problème de penser de cette manière-là, de se dire maintenant je vais acheter juste des choses comme ça et je suis prêt à en mettre le prix, ça exclut aussi une partie de la société qui peut-être a aussi envie d'agir, les plus modestes, et qui peut-être n'en a pas les moyens, et donc ça culpabilise encore plus, puisqu'on dit regardez, vous achetez plein de trucs avec plein de plastique, vous achetez pas bio, c'est pas bien, alors qu'en fait c'est pas forcément dû à eux et ce qu'ils veulent, mais plus à l'énergie et à l'argent qu'ils peuvent mettre dedans. Et du coup, c'est aussi une question de société. Comme on l'a dit, cette société qui pousse à consommer, c'est aussi une société qui met en avant les choses qui ont eu besoin le moins de temps pour être produites, qui sont les plus faciles à importer et donc qui ne sont pas forcément les plus écologiquement viables. Donc c'est un peu mélangé, on va dire. La sobriété, ça représente bien, je trouve, cette question. C'est-à-dire que si on achète juste moins, forcément, ça coûtera moins. Donc ça peut être vraiment intéressant. Puis tout ce qui est économie circulaire, justement, le troc, l'échange, essayer de réparer, c'est toujours de l'économie gagnée. Donc après, il faut voir toutes les alternatives qui sont proposées et essayer de voir en fonction. Mais je pense qu'on peut tous agir d'une certaine manière là-dessus. Merci. Alors, Kathleen, vous nous parliez tout à l'heure de, finalement, il faudrait que le coût des choses reflète l'impact carbone. Et donc là,
finalement, on pourrait imaginer que de la nourriture bio pourrait un jour devenir moins cher qu'un McDo parce que voilà, une matière première, finalement, a un impact plus faible qu'une industrie transformée. Vous pensez que c'est possible, ça? Oui, tout à fait, je pense que c'est possible. Pensez juste à la question des denrées alimentaires qui viennent de très loin. Par exemple, si vous achetez des mangues au marché demain, si vous achetez des mangues au marché, ça ne va pas être tellement plus cher que des fruits, des pommes françaises. Pourquoi? Parce que le transport, en particulier le transport maritime international, ne paye pas le coût de son carbone. Les mangues au marché, c'est pas du tout assez cher en fait. On subventionne quelque part, en ne faisant pas payer le vrai coût, on subventionne ce genre de choses. Si la demande, c'est-à-dire vous, les consommateurs, si vous arrêtez de demander, de vouloir acheter des mangues ou des fruits exotiques au marché en hiver, eh bien, l'offre s'adaptera. Vous voyez, donc il faut à la fois que les coûts que les prix des biens intègrent leur coût en carbone. Donc ça peut se faire par exemple par une taxe carbone, c'est la façon la plus simple, mais ça peut se faire aussi, le changement peut provenir aussi de la demande, de votre demande. Vous ne demandez plus de mangue au marché. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de mangue au marché. L'offre s'adaptera. Bon là c'est un peu extrême, mais voyez l'idée. Donc je pense que la demande façonne l'offre et que donc sur la question des biens alimentaires, c'est important. C'est important et ça peut permettre justement aux gens les plus modestes d'avoir accès également à terme à des produits de bonne qualité, bio, etc. Merci. Alors moi, je voulais aussi demander à Milan et certainement aussi à Élise, quand vous avez pris conscience de ce changement climatique et de votre pouvoir d'agir, sur quel champ, finalement, vous avez, vous personnellement, commencé à modifier votre façon de consommer et de vivre? Élise, c'était quoi tes premières... Alors moi, j'ai eu de la chance de grandir dans une famille qui était déjà assez touchée par l'écologie. Donc j'en avais beaucoup discuté avec ma grand-mère quand j'étais petite. Et quand j'ai eu 8-9 ans, j'ai décidé de devenir végétarienne. Donc ça a été une grande Alors décision. tout le monde n'a pas l'air prêt, là, concrètement. Ah non, j'ai pas, l'impression, murmure dans la salle. Je demande à personne de devenir végétarien. Vous faites absolument ce que vous voulez. C'est juste une décision personnelle. Et récemment, on essaye d'acheter avec le moins d'emballage possible. Mais après, c'est aussi vu qu'on vit dans un quartier favorisé où il y a plein de commerces de proximité qui nous offrent ça, c'est plus simple à mettre en place. J'ai des amis qui habitent en banlieue où c'est beaucoup plus compliqué puisqu'ils ont juste un supermarché à côté de chez eux. Et donc, donc ça suppose plutôt des épiceries vrac, etc. Oui, c'est ça. Par exemple, les Biocop ou les choses comme ça qui proposent du vrac moins cher qu'un emballage. Ça encourage aussi plus. Ok, merci. Et toi, Milan? Alors moi, je viens d'une famille qui n'est absolument pas familiarisée avec ces problématiques-là, au contraire. Du coup, c'est un peu plus dur d'être conscient des choses et de vouloir changer son mode de consommation, parce qu'au final, la famille ne suit pas forcément avec ça. Du coup, moi, ça a commencé avec l'alimentation, premièrement. Donc j'ai diminué ma consommation de viande. D'abord rouge, ensuite blanche, et ensuite j'ai essayé de devenir petit à petit végétarienne, mais c'est dur, on le sait tous, mais petit à petit au moins le fait c'est d'être conscient et d'essayer de faire un effort par rapport à ça, et ensuite de modifier mes modes de consommation, de plus acheter de choses industrielles, déjà pour ma santé, mais aussi pour tout ce qui est emballage, suremballage même, tout ce qui est plastique, carton, dont on n'a pas besoin, d'acheter une gourde tout simplement, de plus avoir de paille, enfin toutes ces choses dont on vous répète tous les jours maintenant dans les pubs, mais je ne sais même pas si la moitié d'entre vous le fait vraiment, parce qu'on vous le dit tellement que ça devient banal maintenant. Et du coup, j'aimerais juste revenir rapidement sur le fait de changer ses manières de consommer quand on vit encore chez ses parents. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'on est habitué à un mode de vie et c'est dur de se dire, en fait, moi, je veux faire ça et j'ai pas envie de manger ce que tu m'achètes, j'ai pas envie de faire ce que tu me dis de faire. Sauf que c'est toujours compliqué. Et du coup, moi, je vous conseille juste de faire ça un maximum quand vous êtes dehors, quand vous êtes avec vos amis, parce que mine de rien, ça aura un impact aussi. Vous pouvez peut-être pas changer les choses chez vous, mais vous pouvez les changer dans votre groupe d'amis, dans votre école, dans votre campus. Et rien de ça, ça a un impact positif. Et ça pourra éventuellement
un jour peut-être aller auprès de vos parents, voir vos grands-parents. Alors, j'ai une des questions qui me remonte de la salle. Est-ce qu'en faisant ces concessions, donc je cite vraiment, hein, vous avez l'impression de vous priver? Est-ce que vous avez l'impression de vous priver de choses, Mylane, Élise? Non, enfin, est-ce que j'avais vraiment besoin d'une bouteille en plastique pour boire de l'eau? Je pense pas que c'était utile à ce point-là. Désolée, mais voilà. Après, non, tout ce qui est consommation en vrac ou limitation de la consommation de viande, non, ça me fait juste découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de consommer, de nouvelles manières de vivre que je ne connaissais pas forcément et dont on ne parle absolument pas dans les médias traditionnels ou à la télé ou peu importe, parce que c'est pas tout ce dont on nous a appris précédemment. Donc je dirais non, tout simplement, ça m'a appris au contraire à de nouvelles choses. Oui, bah, c'est à peu près la même chose pour moi. Enfin, en devenant végétarienne, ma famille est petit à petit devenue végétarienne aussi. Et en fait, on a juste pu avoir accès à d'autres nourritures. C'est-à-dire que vu que le budget qui passait dans la viande, on le passe dans ailleurs. Donc on peut goûter beaucoup plus de fromage, par exemple, ou on peut acheter plus de légumes différents. Donc en fait, c'est juste quelque chose dont on n'a plus besoin. C'est-à-dire que ça a disparu comme besoin et je ne vois pas du tout ça comme une privation. C'est juste le fait de changer d'habitude. En fait, au départ, c'est super difficile parce que c'est un confort qu'on a et c'est toujours plus simple pour le cerveau de rester là-dedans que d'essayer de changer. Mais au bout de quelques mois, c'est bon. Après, le cerveau, il a retrouvé un autre confort et ça ne nous manque plus. Aussi, je voulais ajouter que petit à petit, le fait que notre cercle familial et notre cercle d'amis nous voient consommer d'une certaine manière, et bah ça les fait consommer de cette manière également. Et du coup, ça devient de plus en plus facile parce que les gens consomment de plus en plus de notre manière. Et voilà. Je peux toujours dire un petit mot là-dessus, puisqu'on parle de la nourriture. Manger végétarien et manger mieux en général, ça a un défaut quand même, c'est que ça nécessite beaucoup plus de préparation. C'est beaucoup plus... Et ça, moi, je le vis au quotidien depuis des dizaines d'années. Donc, ça nécessite... On peut pas juste aller au McDo, acheter le truc, le manger, ou alors ouvrir le frigo et prendre un plat préparé. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la maison, si possible pas moi, mais quelqu'un quand même qui fasse les courses, qui achète plein de légumes, ensuite qui les prépare. Donc ça peut-être, c'est un changement de comportement plus profond, je dirais, que juste arrêter de manger de la viande. Il faut vraiment revenir un peu à la préparation des repas à l'ancienne, et ça peut sembler coûteux. Voilà. Donc coûteux en temps à minima, et puis voilà, avec une famille qui est différente, ouais. Donc les rôles doivent nécessairement être répartis entre les enfants, qui font très bien à manger maintenant, les papas, les mamans, parce que c'est plus la maman qui fait à manger pour tout le monde avec des bons petits plats maison. Alors, pour répondre à la question « Pourquoi a-t-on des bouteilles plastiques devant nous ?», notez surtout qu'il y a des gourdes et que c'est un automatisme de l'événementiel où on donne des bouteilles d'eau aux intervenants qui parlent beaucoup. Mais nous demanderons au GECO dès l'année prochaine de systématiser pour tous les intervenants l'usage de la gourde. Il y a une autre demande, c'est possible. Maëlle. Juste une autre demande aussi, si c'est possible que les taxis qui viennent nous chercher à la gare ne soient pas des SUV. Ce serait bien. Merci. On fera notre liste doléances pour les GECO l'année prochaine. En tout cas, effectivement, c'était moi, j'ai pris le tram. Le tram, voilà. Les transports en commun, très bien. Alors, donc, on peut garder en conclusion sur cette partie un confort de vie, mais avec sobriété. Sobriété un peu partout. Et finalement, c'est pas si dur, surtout si on s'y met à plusieurs, entre amis. En conciliation avec sa famille. Et donc, on peut, petit à petit, limiter son propre impact individuel. Et je vois beaucoup de questions sur, finalement, est-ce que ça a un impact réel ? On y viendra en conclusion. Et là, je vous propose d'évoluer sur « Ok, je change », mais finalement, comment on sait si c'est mieux ou si c'est pire ? Sur une des questions aussi... il y avait ce sujet de
est-ce que c'est la nouvelle technologie, notamment tous les progrès, ça peut être une réponse aux problèmes climatiques? La voiture électrique, par exemple, est plutôt une technologie positive. Alors, ce sont des choses qui nous ont été remontées. Quel mode de production d'énergie et pour quels effets? Les nouvelles technologies, est-ce que c'est une source d'économie et de protection de l'environnement? Mais aussi, est-ce que les batteries des voitures électriques, finalement, c'est pas pire à produire, à recycler? On ne sait pas trop. Alors, je vais travailler à distance, donc c'est bon pour le climat parce que je ne prends pas ma voiture pour aller travailler, mais finalement, je transfère beaucoup de données. Il y a des serveurs qui travaillent très fort pour que je puisse avoir accès à tout. Est-ce que c'est pas pire? Donc, comment savoir si on va dans le bon sens? Est-ce qu'on peut enrayer cette peur de mal faire aussi, qui est parfois une très bonne excuse pour ne rien changer, et pour moi la première, je ne sais pas si c'est mieux, si c'est pire, donc peut-être que dans le doute, je ne fais pas. Donc finalement, on a là aussi trois questions qui nous ont été remontées, et là cette fois je vais demander aux lycéens, qui doivent être très nombreux dans cette salle, de voter en se levant. Est-ce que les lycéens peuvent lever la main? Extrêmement nombreux. Bravo. Alors, sur les trois questions qu'on vous a proposées, finalement, quelle source d'information et quelle éducation possible en matière d'environnement pour avoir le meilleur impact, notamment par et pour les jeunes? Une autre question: comment mesurer notre impact sur l'environnement et peut-être même au quotidien, tous les jours? On sait si notre comportement il a un impact positif pour enrayer le changement climatique. Et donc, prendre soin du climat, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Et si oui, par qui, où et comment? Alors, pour la question 1, quelle source d'information et quelle éducation? Je vous demande de vous lever. Ouh là, il y a une personne hyper enthousiaste qui s'est levée à fond. Mais ça reste timide quand même, ok. Sur la question 2, comment mesurer notre impact? Oh lolo, énorme levée, massive. Et pour la question 3, prendre soin du climat, est-ce que ça s'apprend? Si oui, où, quand et comment? Bon, un peu moins. Je pense que la question 2, comment mesurer notre impact sur l'environnement au quotidien et nous aider à faire les bons choix, savoir si quand on évolue, quand on change, finalement, ça a vraiment un impact positif. Et donc, pour répondre à cette question qui est quand même pas très simple, Alain, je vous demanderai de revenir en renfort avec Raphaël de The New Locals et Ramon d'Avenir Climatique. Qui veut répondre à ça? Comment on fait? Est-ce qu'on peut mesurer notre impact au quotidien? Je peux commencer. Vas-y. Allez. Alors, on sait mesurer l'impact sur l'environnement de ce qu'on fait au quotidien. Donc, il y a plusieurs outils pour ça. Il y a d'un côté l'empreinte écologique qui essaye donc de déterminer la surface terrestre qui est nécessaire à un certain mode de vie. Je connais beaucoup moins ça. Je vais donc parler de ce que je connais par mon activité dans mon asso, donc de la comptabilité carbone. Il s'agit donc là d'évaluer l'empreinte carbone de chaque bien et de chaque service. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire chez soi, dans son coin, prendre son iPhone, essayer de voir combien est-ce que ça a coûté en carbone de déforester la forêt, puis d'extraire les minerais qui étaient dessous, etc. En revanche, il y a des gens qui ont fait ces calculs pour vous. Il y a notamment mon association qui a mis en place un calculateur d'empreinte carbone qui vous permet, en répondant à quelques questions en une quinzaine de minutes, de savoir quelle est votre empreinte carbone, donc de savoir combien de kilogrammes de CO2 votre mode de vie libère. Ce calculateur s'appelle le Micmac. Il suffit d'aller dans Google, de taper Micmac d'avenir climatique pour trouver ce calculateur d'empreinte carbone. Et en fait, une fois qu'on a donc répondu à toutes ces questions, ce calculateur va vous permettre d'identifier en fait les actions à mener en priorité sur votre mode de vie pour réduire votre empreinte carbone. Tout à l'heure, on a parlé d'arrêter la viande. Il se trouve que c'est sans appel l'action concrète la plus efficace qu'un Français peut faire aujourd'hui
pour réduire son empreinte carbone. C'est dur à entendre, mais sachez que si vous voulez agir sur votre empreinte carbone, c'est le moyen le plus efficace de le faire. Après, j'aimerais relativiser donc l'impact des actions individuelles. Il y a notamment une étude du cabinet Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part, et il y a notamment Alain Grandjean qui a fait sa part pour contribuer à cette étude. Cette étude dit qu'un consommateur, même héroïque, parce qu'aujourd'hui on doit parler de héros, c'est-à-dire que dans la vie du quotidien, ça révèle du parcours du combattant, de faire tous les éco-gestes au quotidien. On va dans une boulangerie, 1 sur 2 ne propose pas de sandwich végétarien, donc voilà pour arrêter la viande. Même un consommateur héroïque aujourd'hui ne peut agir sur son empreinte carbone qu'à hauteur de 25%, et sans investissement, ou alors à hauteur de 45% avec des investissements conséquents du type changer sa voiture, changer sa chaudière à gaz à la maison, isoler sa maison, etc. Donc bon, il faut savoir qu'on sait mesurer notre impact sur l'environnement au quotidien, mais il faut aussi savoir que la plus grande partie de notre impact au quotidien ne vient pas non plus de nos choix de consommation, mais plutôt du système dans lequel on est inscrit aujourd'hui. Alain, oui. Oui, alors une chose vraiment simple et importante, c'est que la dérive climatique, le dérèglement climatique, il est exclusivement lié aux émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et des gaz fluorés. Donc c'est assez facile dans sa tête de retenir ça. Il y a des enjeux écologiques qui sont beaucoup plus compliqués, puisque la destruction, l'érosion de la biodiversité, ça a beaucoup de causes, donc c'est compliqué. C'est pour ça que l'empreinte écologique n'est pas facile à mener. Donc là, comme on est sur le climat, et qu'on n'a pas le temps de développer tout le reste, on va bien se concentrer là-dessus. Effectivement, le CO2, donc c'est le dioxyde de carbone, c'est un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Je vais faire un tout petit peu de chimie d'une demi-seconde. Ça provient presque exclusivement de la combustion d'énergie fossile. Les énergies fossiles, en France, on utilise quoi principalement le pétrole et donc tous ses dérivés dans le transport. Pour ceux qui ont une chaudière au fioul, qui sont dans une maison dans laquelle il y a un chauffage au fioul, ça émet du CO2. Dans d'autres pays du monde, le CO2, lui, il provient de ce qu'on appelle la déforestation, c'est-à-dire le fait de détruire les forêts, ça emmène du CO2. Donc il y a un moyen d'action sur le CO2 qui est lié à faire attention à l'origine des produits et faire bien attention au fait qu'on n'est pas en train de contribuer à la destruction de forêts. Bon. Le méthane, c'est vrai que c'est très lié, c'est pour ça que c'est un gros poste, hein, c'est lié principalement aux ruminants, donc c'est principalement la viande rouge. Alors je vais être un tout petit peu désagréable tout à l'heure, mais si vous remplacez de la viande par du fromage, c'est toujours du méthane. Donc il faut faire un petit peu attention dans le régime végétarien. D'une part, c'est vrai qu'il y a les problèmes pratiques, d'autre part, il y a les problèmes de santé. Hein. Il faut faire gaffe à la vitamine A, à la vitamine B12, il faut quand même faire très attention aux équilibres diététiques. Et puis troisièmement, il ne faut pas se tromper de combat. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, qui est un peu la théorie, alors pour bien là-dessus être clair, on a beaucoup de chance. Hein. Le GIEC, qui est une grosse source d'informations scientifiques, c'est un tout petit peu difficile d'accès pour des collégiens et des lycéens, mais il y a beaucoup notamment les assos comme l'avenir climatique, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la question de savoir comment transformer toute cette littérature un petit peu compliquée en choses certaines. Donc on est dans un domaine où on a une grosse sécurité scientifique. Hein. C'est quand même vraiment important de se le dire. Bon. Maintenant, effectivement, il y a des calculateurs dont Micmac, il y en a d'autres qui existent. Ça permet de faire des calculs une bonne fois pour se dire, tiens, au fait, où est-ce que j'en suis, et puis de se situer par rapport à des moyennes. Le Haut Conseil pour le climat a fait un rapport assez grand public dans lequel vous verrez les moyennes et les grands postes, et puis vous verrez qu'effectivement, la consommation alimentaire, c'est bien le poste, ça tombe bien, c'est celui sur lequel il faut travailler. Mais maintenant, je vais revenir, pour terminer, hein, parce que je ne vais pas être trop long, je vais terminer sur l'histoire de la voiture électrique et de la bagnole. Bon. Parce que ça serait trop simple, c'est d'ailleurs un peu le message, parce qu'il se trouve que je suis le président fondateur associé de Carbone 4, donc je la connais bien, cette étude. On l'a faite parce que, il ne faut pas culpabiliser, Kathleen l'a déjà dit, nous n'allons pas individuellement changer le monde. On est en société, hein, et on est en relation sociale. Et donc c'est extrêmement important que le collectif bouge et qu'il y ait donc de l'entraide communautaire. Ça, c'est vraiment important. Je ne parle pas de communautarisme, je parle de l'entraide au sein de ces communautés. Deux, c'est très important qu'en tant
que personne, on est aussi des citoyens, et donc en tant que citoyen, on vote. Bon, donc c'est un acte politique qui est extrêmement important parce que il y a des programmes politiques, il y a des actions de nature diverse et il y a des actions politiques qui sont plus efficaces que d'autres sur nos sujets. Donc faut pas rester dans son quant à soi et dans sa propre action. Non, je termine sur les questions technologiques. Certes, la consommation individuelle, c'est une action qui est à notre mesure parce que, grosso modo, il y a des petits arbitrages financiers, mais il y a des choix, c'est un peu compliqué, on perd du temps, etc. Mais c'est un peu notre choix. Il ne faut pas oublier que diviser notre empreinte carbone par un facteur 6, ça peut passer à l'ordre de grandeur, à horizon 2050, ça ne va pas se faire juste en devenant vegan, pour être un peu concret. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la question de la consommation, mais ça ne suffira pas. Donc il va y avoir des changements de technologie très importants. Parce qu'en France, le gros problème en France, c'est le pétrole. C'est la source majeure d'émissions de gaz à effet de serre en France. Le deuxième sujet, c'est le gaz. On a très peu de charbon. D'autres pays, c'est très différent. Et donc si on n'attaque pas le coup de l'histoire de la voiture, si on n'attaque pas des nouvelles technologies, on rêve en couleur, parce que je ne crois pas un instant que demain matin, par miracle, il n'y aura pas une trentaine de millions de voitures en France. Il n'y aura pas par miracle aucune bagnole dans le monde, alors qu'aujourd'hui, il y en a 1,4 milliard. Enfin, je veux dire, il faut quand même être un tout petit peu réaliste. Donc, parmi certains d'entre vous, certains vont avoir la chance de devenir ingénieur, de devenir sociologue, de travailler sur ces questions-là, parce qu'il n'y a pas qu'une question de technologie, aussi une question d'acceptation des techniques. Et donc, je ne crois pas qu'il faille dire la technologie va nous sauver. Mais je ne crois surtout pas qu'il faut dire on s'en fout de la techno parce que en fait, ce qu'il faut, c'est revenir dans notre potager à la mode agricole d'il y a quelques siècles. Il faut faire attention à ça. Donc, et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, on se trompe de combat en étant trop radical. Dans la difficulté des choix qu'on a à faire, il y a toujours des compromis. Et ça se saurait quand même si on était capable de faire zéro impact. On ne fera pas zéro impact. Et en plus, on est 9 milliards d'habitants, bientôt. Là, on est 8 milliards et quelques, et en 2050, on sera 9 ou 10. Donc, il faut arrêter de rêver. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'embarquer, et en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que responsable d'une action éventuellement politique, de pousser les techniques et les technologies qui sont les plus bas carbone. Et il y a des outils, alors qui sont plus sophistiqués que l'empreinte carbone individuelle, mais nous, c'est notre métier, qui permettent de faire la part des choses. C'est juste ça que je voulais dire. Alors, c'est très clair, merci. Donc, effectivement, il faut arriver à sortir de tout ce qui génère trop de gaz, trop de CO2 et de gaz au global. Alors, le coût du végétarien, ça fait réagir. Toutes les questions sont tournées autour de la viande. C'est dramatique. Si on ne mange pas de viande, on n'est pas heureux et on se suicide. Je vous jure que j'ai ça sous les yeux. Voilà, donc alors si Juliette a l'air très très heureuse, donc ne vous inquiétez pas. Après, il y a quand même des vraies questions. Est-ce qu'on ne se sent pas inutile d'avoir agi, nous, en devenant végétarien, alors que les autres pas encore? Il y a aussi une dimension d'exemplarité. Et puis il y a une question qui est extrêmement intelligente. Est-ce que juste diminuer sa consommation de viande, c'est déjà bien? Évidemment que c'est déjà bien. On ne pousse personne à devenir végétarien. On reste sur le principe de sobriété qui a été dit, chacun fait ce qu'il peut et comme il le veut, un peu moins, sobriété, c'est déjà beaucoup. Alors, Raphaël, pour revenir quand même sur notre sujet, comment mesurer notre impact, est-ce que toi, tu as mesuré ton impact? Si oui, quand? À plusieurs reprises? Est-ce que ça évolue dans le bon sens? Comment vis-tu? Alors, personnellement... Il marche bien ce micro? Okay. J'ai mesuré mon impact, j'ai eu la chance de participer à la COP1 étudiante qui s'est déroulée il y a quelques semaines à Paris, et en fait on a tous été invités à mesurer notre impact environnemental. Donc ça, vous pouvez le faire via plein d'outils différents qui sont disponibles en ligne, que vous pouvez chercher sur Quant ou Lilo ou Ecosia, pas Google. Sinon, au niveau de mon asso, vu que je fais partie d'une asso, et c'est grâce à ça que je peux intervenir aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle Fresh and Fast, et qui est en fait un restaurant étudiant, du coup, parce qu'on est une asso étudiante, qui est bio, local, de saison, végétarien et zéro déchet. Donc, tous les jeudis midi, on fait ça. Et en fait, c'est un projet qu'on a lancé en septembre 2018. Et sur
toute l'année dernière, donc de septembre 2018 à mai 2019, ça a permis d'économiser au total 3,2 tonnes de CO2. Voilà, donc à hauteur de... On sert environ 60 repas par semaine, donc c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent. Et ça permet en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que tous les petits pas comptent, mais là, quand on met tout ça côte à côte, nous, on compte les données et on les a rassemblées et on a fait un article aussi que je vous invite à voir sur notre super site internet, thenewlowcodes.org. On a fait un graphique via des données de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et en fait, on a comparé les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs repas. Donc avec s'il y a de la viande, si c'est local, si c'est pas local, si c'est bio ou non, s'il y a de la viande, laquelle. Et voilà, ça permet de vous donner un petit ordre d'idée si vous voulez aller checker ça. Alors merci. Et alors ton impact à toi, quand tu l'as calculé, tu étais contente, déçue tu t'attendais à ce résultat? En fait, je pense qu'il n'est pas vraiment réaliste parce que moi, je suis lyonnaise et j'habite chez mes parents encore parce que j'étudie ici. Du coup, ce que je considère comme étant mon impact n'est pas forcément celui de ma famille. Et donc, par exemple, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir encore, l'énergie chez moi, c'est pas moi qui décide. En plus, j'habite dans un immeuble, donc c'est encore moins moi qui décide. Mais concrètement, tout à l'heure, on a évoqué la notion d'exemplarité, et je pense que ça, c'est assez important. Et je m'en étais pas rendu compte personnellement jusqu'à ce qu'il y ait une personne de ma classe qui vienne là en mode ah tiens, je me suis acheté une gourde comme toi. Et après, il y en a eu plusieurs, et après, c'est toute la promo, quoi. Donc c'est cool. Donc ça fonctionne vraiment de se transformer, de faire des petits pas. On est très vite suivi par d'autres comme dans son entourage, sa famille, etc. Alors, une dernière question, parce qu'elle est revenue plein de fois, donc elle a l'air hyper importante. Toujours la viande, très important la viande. Et comment on sait ce qui est pire? Est-ce que le steak de soja, qui n'est pas nécessairement du coup produit en France, etc., finalement, ils font plus plein d'eau pour faire pousser du soja. C'est vraiment mieux que le steak de bœuf. Et si le steak de bœuf il est produit en France, est-ce qu'on peut en manger quand même? Voilà, ouais. Encore une fois, comment on sait ce qui est pire finalement? Est-ce que nos choix... Non, alors, je vais répondre rapidement. Il y a une question très importante, parce que Kathleen a dit tout à l'heure, si le carbone est dans le prix, normalement, le prix va nous donner toute l'information. Bon, aujourd'hui, on en est vraiment très très loin, et donc les consommateurs que nous sommes, on a envie d'avoir accès à d'autres informations que le prix. Et donc, notamment, on peut connaître l'origine, on peut connaître le transport. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de la mangue. Voilà, on peut savoir d'où vient la mangue. Si elle vient d'Espagne, c'est pas tout à fait la même chose que si elle vient d'Afrique. Bon. Et donc, le soja, c'est complètement clair que si on arrive à savoir qu'il est issu d'un pays d'Amérique du Sud dans lequel il y a des déforestation massive, c'est sûr que c'est pas une bonne idée de manger du steak de soja. Après, savoir très précisément le contenu en carbone de ce soja importé versus l'équivalent protéinique du steak, vous me permettrez de ne pas le savoir par cœur. Donc je n'en sais rien. Donc là, si on est vraiment soucieux, moi, ma reco, là, en l'occurrence, c'est de ne pas manger de steak de soja issu de pays où il y a de la déforestation. Ça, comme ça, c'est simple, on n'a pas de conflit moraux. Et à ce moment-là, c'est sûr que le steak de soja sera meilleur que le steak de bœuf. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le point important, là. Est-ce que d'ailleurs, moi je suis végétarien? La réponse est non, je ne suis pas végétarien. Et donc, quand on se projette en 2050 avec un budget carbone qui est très bas, on aura encore des arbitrages à faire. Bon, donc c'est ça qu'il faut bien retenir. Et ça va dans le sens de ce que disait Kathleen sur la morale. Est-ce qu'on peut plus du tout prendre l'avion ou un peu? Donc il y aura des arbitrages. Et donc, moi, mon arbitrage à moi personnellement, c'est que je prends pratiquement plus jamais l'avion, sauf quand j'ai juste pas le choix, mais ça m'arrive très très rarement maintenant. J'ai réduit très fortement la consommation de viande dont je sais qu'elle émet du méthane. Je n'ai pas réduit très fortement les œufs, le poulet, le canard, mais j'en mange quand même moins qu'avant. Bon, donc il y a une question aussi de mesure. Et c'est vrai que se faire plaisir une fois par an, 2 fois par an, une fois par en mangeant un bon steak, ça fait quand même pas de mal et ça ne va pas détruire la planète de manière définitive. Donc je vois qu'il faut essayer d'être un peu raisonnable. C'est ma philosophie, je respecte tout à fait
les philosophies qui sont plus radicales. Hein. Ça, c'est un autre débat. Alors, finalement, j'ai l'impression que la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi systématique. Il n'y a pas une charte du sauveteur de la planète. C'est à chacun de réinventer son mode de fonctionnement et son mode de vie. Il y a une charte quand même, hein, c'est que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est un truc simple. Et comme ça a été dit plusieurs fois autour de cette table, il y a des calculateurs, il y a des moyens de savoir où on en est. Et donc ça, c'est quand même un guide assez simple. Simplement, c'est pas... heureusement d'ailleurs, on n'est pas dans une société policière où on va vous dire chacun de tes gestes, ça va être crack, sinon direction la geôle, quoi. Heureusement qu'on reste libre. Voilà, donc gardons de la liberté, mais de la sobriété toujours. Alors, dernier thème, et puis après on essaiera de passer encore un petit peu en revue vos questions. Alors finalement, on a parlé de plein de choses et qui relevaient plutôt des initiatives individuelles. Et j'ai vu, mais finalement, le fait que les États-Unis ne prennent pas en compte le réchauffement climatique, du coup, nous, c'est pas nous, individus qui allons changer, où ça va avoir un impact. Alors, nous, on a compris ce qu'il fallait faire, et pour ne pas se sentir seul, parmi les données que nous ont remontées les jeunes, il y a l'État ne fait rien, pourquoi les présidents n'interdisent pas les usines qui polluent énormément, qui doit impulser la recherche du développement durable, l'État, le consommateur, les entreprises, pourquoi les gens manifestent au lieu d'agir. Donc voilà, ça c'est des témoignages un peu en vrac des plus jeunes que je vous fais remonter. Et après, il y a aussi plein de petites choses qui ont été remontés par les jeunes et qu'ils ont mis en place, eux, dans leur lycée ou dans leur vie. Donc le tri sélectif, pas de mégots par terre, manger végétarien, utiliser un moteur de recherche qui plante des arbres, type Ecosia, comme Raphaël l'a cité, essayer de ne pas acheter de bouteilles en plastique, mais remplacer par une gourde, une mobilité verte, un tableau blanc qui s'efface plutôt qu'un tableau avec des feuilles en papier. Et voilà, ils sont inspirés par des films comme Demain, Les Pépites. On utilise des éco-cups au lieu des verres en plastique. On favorise les producteurs locaux et on va plutôt dans les friperies que chez H&M. Et il y en a même qui ont cité l'application Too Good To Go, donc, qui recycle les invendus alimentaires. Alors, pour ce dernier thème, finalement, je vais poser les deux questions à nos derniers experts. Est-ce que c'est aux jeunes, puisque la table ronde porte sur l'engagement des jeunes, est-ce que c'est à eux de sauver la planète? Et si oui, comment? Parce qu'on l'a dit aussi, on a des parents quand on est jeune, et on ne vit pas encore avec pleinement de liberté, on ne peut pas tout faire. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut s'engager dans le climat, en marchant, mais peut-être en faisant d'autres choses aussi. Et puis, finalement, agir en tant que consommateur, en tant que citoyen. Est-ce que les démarches individuelles, elles fonctionnent? Est-ce qu'il y a des démarches politiques qui sont engagées ou qui vont arriver? Et est-ce qu'on peut agir pour le climat de 7 à 77 ans? Alors, on va parler avec Kathleen, qui nous avait déjà formulé que, oui, en tant que consommateur, finalement, c'est aussi à nous d'imposer nos choix et qu'on peut faire plier un petit peu les entreprises par rapport, en formulant moins de besoins, elles transformeront elles aussi leur façon de faire. C'est aussi, ça marche, on peut faire plier un peu les politiques, imposer nos désirs aux politiques. Non, juste pour revenir sur ce point, par exemple en France en ce moment, la vente de SUV augmente. On parlait de SUV à l'instant, elle augmente beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande, il y a des gens qui les achètent. Sinon les producteurs ne les produiraient pas. Bon, ben ça, c'est typiquement quelque chose qui peut être changé. Les gens peuvent demander moins de SUV. Quand ils deviennent plus conscients, les voitures plus légères, ça pollue moins. Un SUV, c'est une demande. Petit rappel, un SUV, c'est une c'est grosse voiture. 4x4 très lourde. 4x4 urbain. 4x4 urbain. C'est absurde dans 4x4 urbain, quand on y pense. Bon, mais voilà, si les producteurs les produisent, c'est bien parce que les gens les achètent. Donc avant, on avait une petite Clio, maintenant on a un gros Tiguan. Donc je pense que par le comportement en tant que consommateur, par votre comportement en tant que consommateur, oui, vous pouvez faire plier, c'est pas le mot, mais orienter l'offre, clairement. Orienter l'offre. Je pense que en mode qui fait quoi, je pense qu'on a besoin que tout le monde fasse. Donc on a besoin de politique économique, on a besoin que l'État fasse. L'État,
faire deux choses principalement. Il doit donner ce fameux prix au carbone, et puis il doit faire des investissements verts, des investissements par exemple en réseau, des investissements de transport public, il doit faire des investissements des trains, des choses comme ça, pour permettre aux gens de changer de comportement. S'il n'y a pas de transport public, c'est difficile de demander aux gens de ne plus prendre leur voiture. Donc il y a tous ces investissements, cette politique économique, donc l'État a un gros travail clairement à faire. Il y a aussi, ça se décline également au niveau local, au niveau des communes, des villes, les réseaux de tramway, etc. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là. Il y a les entreprises. Donc les entreprises, il y a sûrement une évolution chez les entreprises qui commencent à comprendre qu'il y a un enjeu important, qui commencent à comprendre que pour elles, apparaître comme vert, ça peut être favorable, qui commencent à changer leur méthode de production. Donc les entreprises ont un rôle à jouer, clairement. Et puis les consommateurs. Bon, on a déjà parlé des consommateurs. Je reviens juste un tout petit mot sur les États-Unis, parce que vous disiez les États-Unis font rien. C'est vrai, les États-Unis on donne l'apparence de rien faire, mais Trump n'est pas éternel, espérons. Et deux, les États-Unis ont une optique, ont une façon de raisonner un petit peu différente de ce qu'on fait en Europe. Les États-Unis, on pourrait dire que ce sont des optimistes technologiques, en fait. Ils ont l'impression, globalement, qu'à tout problème, il y a une solution technologique. Et que donc, on trouvera bien, en fait, le moyen, un jour, d'aller récupérer les molécules de carbone dans l'atmosphère. On trouvera un moyen. Alors, ça existe déjà, il existe déjà des façons. Pour l'instant, c'est cher. Mais pourquoi s'embêter avec la politique économique? Pourquoi s'embêter à changer nos comportements? On trouvera un jour un truc qui permettra de récupérer toutes ces molécules de carbone. Et puis voilà, le problème est réglé. Ils ont beaucoup, au fond d'eux-mêmes, je pense, ce type de sensation. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle la géo-ingénierie aujourd'hui, qui travaillent là-dessus. Un exemple, qu'est-ce que c'est que la géo-ingénierie? Un exemple simple, vous envoyez dans l'atmosphère des particules de soufre, comme fait un volcan, comme fait une éruption volcanique. Vous avez ces petites particules de soufre qui se mettent sur l'atmosphère, là, à la couche supérieure, qui réfléchissent les rayons du soleil. Ça refroidit. Ça marche. On sait le faire, c'est pas coûteux. Ça refroidit l'atmosphère. Voilà. Simplement, ça a probablement quelques petits dégâts collatéraux que pour l'instant on maîtrise mal. Mais il y a des gens qui réfléchissent à ça. Si les politiques n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, si les consommateurs ne changent pas, si les entreprises ne changent pas, au bout d'un moment, vous aurez ce genre de solution. Et là, on ne sait pas trop où on va, quoi. Voilà. Ok, solution que j'ignorais, que j'aurais, je crois, préféré ignorer. C'est pour ça que je voulais en dire un mot pour... Non, mais c'est hyper intéressant de savoir qu'effectivement, il y en a qui pensent à comment on vivra avec ça. Et oui, ou alors on peut ensemencer les océans pour faire en sorte qu'ils capturent plus de carbone. Il y a des tas de solutions technologiques qui commencent à être évoquées. Peut-être que ça marchera, peut-être que le remède va être pire que le mal. Je n'en sais rien. Et peut-être qu'on n'en aura pas besoin parce qu'on aura enrayé le mal en amont. Restons positifs. Ouais. Peut-être qu'on ne veut pas prendre le risque que ça ne marche pas. Oui. Alors Esther, est-ce que toi tu marches pour le climat? Est-ce que tu agis aussi en tant que jeune et voilà, en tant qu'individu, en tant que consommateur, en tant que citoyen? Quelle est toi ton action? Alors oui, évidemment, j'agis pour le climat, sinon je ne serais pas ici pour vous parler, je pense. Mais j'aimerais juste aussi revenir sur ce que vous disiez, qui est très juste, mais ajouter quand même, par exemple, sur les SUV, première remarque, qu'on n'est plus dans un système où on a une demande où l'offre serait créée à partir de la demande. Par exemple, on demande quelque chose, ça arrive. Enfin, il y a aussi du marketing ou quoi qui fait que parfois, bien sûr. Il y a des envies qui sont quand même créées par la pub, etc. Et je pense que réfléchir aussi, par exemple, à la place de la pub dans notre société. Voilà, on n'a pas un SUV juste parce qu'on kiffe les SUV, genre c'est faux. Et aussi autre chose sur les États-Unis, il y a un grand mouvement de la jeunesse aux États-Unis en ce moment qui s'appelle le mouvement Sunrise et que j'ai découvert il y a très peu parce qu'il est très peu médiatisé. Mais il y a une jeunesse aux États-Unis qui, comme la jeunesse en Europe ou en France, est en train de se soulever justement contre les politiques totalement climato-négationnistes comme celle de Trump. Donc il se passe des choses aussi aux États-Unis. Il faut garder espoir dans les États-Unis, même s'ils sont en train de sortir de l'accord de Paris, effectivement.
Après, au sujet de ce que moi je fais personnellement, donc évidemment j'ai fait des changements dans ma consommation personnelle, mais j'ai aussi découvert quelque chose l'année dernière, je vous avoue que c'est très récent. J'ai découvert qu'on n'avait pas qu'un pouvoir en tant que consommateur, on a aussi un pouvoir politique en tant que citoyen. Donc pour moi la politique c'était un truc totalement abstrait, c'était genre voilà tu vas voter, t'es politique. Mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça la politique. La politique c'est aller parler aux gens, la politique c'est aller s'informer, je pense que c'est la première étape de la politique, c'est s'éduquer. Et je pense que c'est quelque chose que notre génération fait beaucoup parce que l'école ne nous fournit pas forcément toutes les informations sur ce changement climatique, sur ce qui est en train de se passer, ce qu'on peut faire. Donc, moi, je sais que je suis beaucoup allée chercher à l'extérieur des réponses. Je sais que mon association fait beaucoup de formations là-dessus pour comprendre ce qui se passe. On essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une COP, par exemple, qu'est-ce que c'est les négociations internationales. Donc on envoie des jeunes là-bas pour qu'ils comprennent, pour qu'ils expliquent aux autres. On essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est le changement climatique, quelles sont les causes, quels sont les effets, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est clairement politique. Informez-vous, c'est déjà la base de toute politique. Discutez-en aussi. On essaie aussi de créer des groupes de discussion autour de ça pour trouver ensemble ce qu'on peut faire. Allez voter aussi. Je pense que vous avez peut-être pas forcément tous l'âge dans cette salle d'aller voter, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et on disait aussi les marches. Je pense que les marches ne suffisent pas à elles seules, mais rien que les marches, en fait, ça fait déjà aussi pression sur les politiques et les entreprises. Parce que cet été, du coup, avec les jeunes ambassadeurs pour le climat, j'ai eu la chance de partir à la pré-COP25, donc les négociations qui préparaient à la COP25 avec toutes les délégations des Nations Unies. Et on parle des marches dans les enceintes des Nations Unies et des négociations internationales, en fait. Donc parfois, quand on est juste un petit bonhomme dans la marche, on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a ou de l'effet que ça peut avoir. On se dit, ouais, ça ne sert à rien. Et en fait, si, ça peut servir, et juste en agissant comme ça, en vous impliquant, en ayant cette exigence à la fois dans votre consommation et dans vos autres actions, que ce soit vous informer, aller marcher, aller voter, vous pouvez changer des choses à votre échelle, et je pense que c'est important de garder espoir dans ça, et je pense que c'est dans cette mesure-là au moins que les jeunes pourront sauver la planète. Je ne sais pas si on peut être aussi optimiste et dire on va sauver la planète, mais au moins faire quelque chose. Merci. Bravo et merci pour cet engagement. Maë, à toi, donc j'imagine que tu es également très très engagée. Et finalement, est-ce que tu crois que ton action, elle a, tu crois, tu espères, et certainement que oui, elle a un impact. Est-ce qu'elle peut accompagner la transformation des plus gros, des États, des entreprises? C'est aussi cette exemplarité dont on a parlé tout à l'heure, d'individus et de collectifs qui finalement va amener cette transformation plus en profondeur? À plusieurs niveaux. Alors peut-être que je dois vous parler un peu de mon action, ce que c'est mon action. Moi je suis membre de la Fresque du Climat, et la Fresque du Climat c'est 42 cartes, un jeu, qui résume le rapport du GIEC. Et on joue cette Fresque du Climat avec des jeunes, des adultes, des citoyens, et aussi avec des grandes entreprises. Et je vais vous raconter cette anecdote qui vient de mon ami Charles Siro, et qui prenait un petit déj comme ça avec le patron de Nespresso, pardon. Et ce que lui disait le patron de Nespresso, c'est oui, moi j'ai cette conscience écologique, mais mes consommateurs, eux, ils veulent le café. Donc c'est là que notre rôle de consommateur est important. Et on en a déjà beaucoup parlé, le rôle de consommateur, il a ses limites. Les limites du rôle du consommateur, c'est que le changement est très limité. C'est-à-dire que moi, si je décide d'arrêter de manger de la viande, il y a très peu de chances que je sois le morceau de poulet qui fait que dans l'usine, on va arrêter de produire, ou on va produire moins 500 000 morceaux de poulet, quelque chose comme ça. La deuxième limite, c'est que ça peut être très difficile au niveau personnel de faire ce changement-là. Et c'est mon expérience personnelle en tout cas. L'année dernière, j'entrais dans des magasins faire mes courses et je me sentais mal parce que j'avais complètement peur d'acheter n'importe quel produit qui se trouvait devant moi. Je voyais l'empreinte carbone du produit devant moi et j'étais remplie d'anxiété à l'idée d'acheter quoi que ce soit. Et c'est là que c'est important de rajouter la dimension. Nous sommes dans une culture qui est une culture de consommation. Et cette culture, elle ne dépend pas nécessairement de moi. Elle dépend d'un système entier. Et c'est là que je suis complètement d'accord avec Esther.
c'est ce système-là qu'on veut essayer de changer. C'est cette culture qui fait que des populations entières au Bangladesh ont besoin de changer de village parce que leurs villages sont submergés. C'est cette culture qui fait qu'il y a des familles de plus en plus intenses en Somalie, etc., en Afrique subsaharienne. Et c'est cette culture-là que nous devons combattre. Et cette culture-là, elle se combat au niveau personnel, je pense, en s'informant et en faisant preuve d'énormément de courage et aussi de beaucoup d'émotion. Je pense que c'est hyper important d'être capable déjà de mettre son ego de côté. Donc c'est ça la partie courage. Mettre son ego de côté et être capable d'avoir des conversations qui sont parfois difficiles avec les gens autour de nous, avec notre famille, avec nos amis, ne pas avoir peur d'être critiqué, et faire preuve de beaucoup d'empathie, parce que la plupart des effets du changement climatique, ce sont des effets qui prennent place à l'autre bout du monde, et on ne les a pas encore forcément vus, même si aujourd'hui les migrations climatiques, elles commencent aussi en France. Enfin, elles arrivent aussi en France. Donc c'est ça les limites des actions personnelles dont je voulais parler. Après, il y a d'autres types d'actions, les actions symboliques, comme aller marcher dans la rue. Pourquoi on a besoin d'aller marcher dans la rue? Parce que après les accords de Paris en 2015, 175 pays étaient présents aux accords de Paris. À peu près 50 pays ou un peu plus ont écrit un plan concret et l'ont mis dans leur loi nationale pour limiter les émissions de gaz à effet de serre à moins de 2 degrés au-dessus des niveaux, au-dessus de l'époque industrielle, enfin 1970 en gros. Parmi ces 50 pays, à peu près 26, enfin une vingtaine le mettent en place, et il n'y en a que 3 qui sont des pays européens. En gros, ça c'est mes ordres de grandeur. Que 3 pays qui sont européens, dont le plan d'action, aujourd'hui, ils le mettent en place, et c'est un plan d'action qui permet de rester en dessous de 1,5 degré. Bon, tout ça pour dire que les accords de Paris, en gros, même si on les appliquait tous, ce ne serait pas assez. Donc il faut beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'il faut marcher dans la rue, aller demander aux politiques de continuer à faire ce qu'ils font, s'ils ont déjà commencé à changer, et de le faire mieux. Et le troisième type d'action, ce sont des actions directes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Ça existe dans des endroits... Enfin, c'est l'action la plus concrète que vous pouvez faire. Le changement climatique, c'est brûler du gaz et du pétrole. C'est ça qui cause les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, comment on fait pour arrêter le changement climatique? On arrête de brûler du gaz et du pétrole. Donc, si vous pouvez aller sur des sites où on commence des nouveaux sites de forage, etc., et si c'est quelque chose qui est permis par votre famille ou que vous avez envie de faire vous-même, c'est tout à fait possible. Merci Maë. Et juste pour conclure, parce que on va poser une dernière question qui, voilà, bon an mal an, est remontée un petit peu de tout le monde, et peut-être à Kathleen avant de conclure avec les jeunes. Kathleen, est-ce que les États ils peuvent vraiment être plus fermes, plus directifs, plus stricts, faire des sanctions réelles sur les entreprises, voire les individus? Est-ce que la politique peut mettre des nouvelles règles en place qui seraient suivies et qui auraient un impact beaucoup plus fort? Moi, je ne crois pas vraiment aux solutions autoritaires, en fait, parce qu'on est dans des démocraties, on n'est pas... Enfin, donc, interdire les activités polluantes, c'est pas ma solution préférée, disons. Je pense que c'est une solution qui peut marcher dans certains cas, quand c'est vraiment horrible, quand c'est vraiment des pollutions, des entreprises vraiment, je sais pas, des vieilles centrales à charbon totalement abominables. Bon, on peut les interdire, on peut les fermer, ça y a pas de problème. Mais dans la majorité des cas, je pense que l'interdiction est pas la bonne solution, parce qu'il faut quand même que l'activité économique continue. Il faut faire une transition. Donc je pense que, je reviens toujours pareil, c'est ma petite marotte, excusez-moi, mais je pense que juste ces activités-là, il faut leur faire payer des grosses taxes qui les poussent au changement, qui les poussent à innover, à modifier leur technique de production. Pollueur-payeur, voilà. Moi, je crois davantage aux pollueurs-payeurs, sauf dans les cas extrêmes d'horreur qui existent. Hein. Peut-être pas encore en France, mais il y a des endroits où ça existe. Merci. Alain, une dernière réaction aussi? Oui, très rapidement. En tant que président de la Fondation Nicolas Hulot, on a introduit un recours contre l'État en insuffisance d'action. Pourquoi on l'a fait? J'ai beaucoup réfléchi parce que je ne suis pas tellement habitué à des opérations de ce type. C'est parce que je considérais qu'à juste titre, et il y a 2 300 000 signataires de la pétition, que l'État ne fait pas ce qu'il dit qu'il fait.
Et ça, c'est assez grave parce que moi, je pense que le pire de tout, c'est la société de défiance. Ce qui est extrêmement important, c'est de reconstruire la confiance mutuelle entre nous et vis-à-vis des gens qui ont des responsabilités d'administration et de politique. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est pas du tout en créant de la défiance de manière généralisée qu'on va avancer. On a besoin, quand j'ai dit tout à l'heure, on sait ce qui est solidement établi en matière de climat, c'est un élément de confiance. C'est extrêmement important, parce que si on ne sait plus où est-ce que, par reprendre le problème, on n'arrivera à rien. Donc, comment un gouvernement reconstruit sa confiance vis-à-vis des gens qui l'ont élu? Eh ben, en faisant ce qu'il dit, qu'il fait, et en disant ce qu'il fait. Et donc cette action-là était très importante, et donc c'est pas que je nuance ce que dit Kathleen, mais je complète. En tant que membre du Haut Conseil pour le climat, on a trouvé le même constat, qui est qu'il y a un manque de cohérence de l'action publique. Donc on ne demande pas du tout de la coercition, on ne demande pas d'avoir des flics dans les coins de la rue pour nous obliger à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. On demande d'avoir des politiques cohérentes. Si je prends un exemple, et puis je termine là-dessus, dans la même année, on avait une loi d'orientation des mobilités qui ne savait pas, la loi, les porteurs de la loi, les députés, qui avaient une stratégie nationale bas carbone de l'autre côté de l'avenue du boulevard Saint-Germain, grossièrement. Et donc, du coup, il y a des incohérences dans les politiques publiques entre des choix qui ne sont pas conditionnés à la prise en compte sérieuse du climat. Donc moi, je ne demande pas, à titre personnel, plus de coercition, je demande de la cohérence et je demande une certaine fermeté, c'est-à-dire que si, de même que sur la route et les autoroutes, moi je suis très inquiet si on ne fait pas respecter le code de la route. En matière climatique, ça me gêne s'il y a des règlements, des actions, si on a des obligations qui portent aux entreprises et que les uns et les autres ont fait ce qu'on veut. Ça me gêne parce que je ne trouve pas ça correct. Je pense que les actions de chacun d'entre nous, on est des coopérateurs conditionnels. Moi, je coopère avec les uns et les autres si je suis sûr que les autres font les efforts. Donc cette conditionnalité de mes actions individuelles, elle repose sur une confiance généralisée du fait que oui, les uns et les autres, on va faire les efforts. Sinon, on a toujours le sentiment vague que les autres n'ont rien, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond de notre organisation sociale actuelle. Alors, merci Alain. On va être obligé de conclure parce qu'on va devoir tenir le timing. Donc, je vais vous proposer à chacun de vraiment nous formuler un message très court, très synthétique. Ce que je retiens, c'est que c'est des relations de confiance collectives à tous les niveaux possibles et aussi une profonde, finalement, transformation. De nombreuses questions portaient aussi sur, finalement, si on arrête de consommer, est-ce que ça ne va pas créer du chômage ? Oui et non, en fait. C'est une transformation de l'économie et Kathleen l'a très bien signifié. On va perdre certainement des emplois qui se transformeront vers d'autres emplois. C'est un rééquilibrage à retrouver. Alors, je vous propose de nous faire une phrase de conclusion chacun. Si vous êtes d'accord, on commence avec Raphaël. Est-ce que tu veux un conseil, un mot, une expression, quelque chose qui reste en tête de notre public jeune et un tout petit peu moins jeune, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes un peu moins jeunes que des collégiens. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de ne pas penser que c'est foutu et de pas se dire surtout que c'est les autres qui doivent faire le truc. C'est voilà, de penser que c'est à chacun d'agir et vraiment des petits changements super simples, il y en a plein. Bon, on a parlé des gourdes, mais vraiment, ouais, c'est pas foutu, quoi. Merci. Moi, ce que je veux vous dire, ça ressemble un peu, si vous voulez, c'est que d'accord, on est dans une période où il va y avoir pas mal de dangers, mais on peut voir aussi ça d'une autre façon. C'est une période où il y a des milliers de gens, quel que soit leur âge, qui sont prêts à passer la moitié de leur vie à faire des trucs pour sauver tout le monde. Et que même si pour l'instant ça n'a pas encore énormément d'impact, que ça peut que grandir, et qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à s'engager. Personnellement, je suis à Youth for Climate, j'ai 17 ans. Il y a des gens dans notre collectif qui ont 13 ans ou 14 ans. Donc tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut essayer d'agir, tout le monde peut s'informer, et c'est par le collectif que ça marchera. Merci. Esther. Du coup, j'appuie totalement ce qu'elle a dit. Soyez plus chaud que le climat et on peut le faire. Mon conseil pour vous, vous êtes les futurs leaders, les futurs décideurs, les futurs ingénieurs. Donnez-vous l'objectif, dans 10 ans, d'être à cet endroit où on prend les décisions, et donnez-vous la capacité de prendre les bonnes décisions une fois que vous serez à cet endroit-là dans 10 ans.
Moi, je dirais agissez où vous êtes fort. Vous ne pouvez pas agir sur tous les plans en même temps. Donc, choisissez un endroit que vous maîtrisez, quelque chose que vous maîtrisez, et agissez à fond dessus. Moi, je dirais embarquer tout le monde avec vous. N'oubliez pas qu'au-delà de vos actions personnelles, vous pouvez aussi convaincre autour de vous que vous avez tous une voix et il faut porter cette voix. Donc si vous êtes engagés, faites-en profiter les autres et essayez d'engager beaucoup de personnes. On réussira collectivement. Je complète, je voudrais dire qu'il ne faut pas se laisser séparer en fait. On aurait tendance un peu à remettre la faute sur quelqu'un qui a acheté un SUV, j'y reviens dessus. Ne soyez pas plus en colère contre la personne qui a acheté le SUV que contre la pub qui lui a donné envie de le faire. Unissez-vous ensemble contre la pub plutôt que de vous désigner les uns les autres. Moi, mon message, c'est on va y arriver, c'est un très très beau projet de société. La transformation de nos modèles de consommation et de production, de sorte qu'elle soit respectueuse de nos confrères humains et de la planète. Moi j'ai envie de dire que quand le système est injuste, notre devoir c'est bien de désobéir. Et donc je voudrais revenir sur les actions directes. Il y a le Black Friday ce 29 novembre. Donc je vous invite tous déjà à ne pas consommer le jour de Black Friday. Hein. Rien du tout. Et mieux encore, on parlait d'actions directes. Il y a des grosses actions de blocage contre Amazon qui se montent. Donc si vous êtes motivé, vous avez envie de commencer l'action, je vous invite à aller bloquer les entrepôts d'Amazon le 29 novembre. Merci. Tout a été dit. Moi, je reviens sur le projet de société. C'est un projet de société qui est motivant, qui est exaltant même, sauver le climat et bâtir en même temps une société plus juste. Voilà. Merci à tous, vraiment, merci aux intervenants, merci à vous, public, pour toutes les questions que vous nous avez remontées. Et je conclus sur effectivement, une personne me faisait remonter, mais est-ce que c'est une citation ? Je trouve dommage que l'on confie une tâche aussi importante que l'écologie à des enfants. Il ne s'agit pas de la confier à des enfants, il s'agit effectivement de la faire collectivement. Mais on a vu que même si les jeunes s'y mettaient, alors qu'ils ont un périmètre assez restreint, parce que pas encore la liberté pleine d'agir, c'est exemplaire et ça donne à tout le monde envie d'agir beaucoup plus largement et de manière beaucoup plus impactante. Merci à tous, très bonne soirée et bonne continuation sur les GECO.